Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Sachez tourner. Alors, qu'est-ce que ce palier et pourquoi l'appelle-t-on palier de butée? On l'appelle palier d'appui parce que la partie supérieure de la crémaillère d'amortissement y repose, les paliers d'appui sont instables. Dans la suspension avant du schéma McPherson classique, dans lequel les crémaillères d'amortissement sont utilisées. La partie supérieure de la jambe de force est la tige de l'amortisseur. Vous avez certainement vu qu'il y a un filetage sur la tige. Il est nécessaire pour fixer la tige dans la partie intérieure du palier de support, la tige passe à travers le palier et est tirée vers sa partie intérieure par un écrou. Le boîtier du roulement, cage, est fixe à la carrosserie de la voiture, à la coupelle de l'amortisseur. De cette manière, le roulement relie la jambe de force et la carrosserie. Pourquoi faut-il un roulement à cet endroit et non une construction plus rigide et en même temps plus fiable? Parce que la jambe de force doit pouvoir tourner autour de son axe. Les roues sont avant, orientables, et elles ont besoin de cette possibilité. C'est pourquoi le support de la jambe de force repose toujours sur un roulement. La conception du palier d'appui peut varier dans les vitesses. Par exemple, il peut être pliable ou non. Il peut également y avoir des différences au niveau des roulements, les bacs intérieurs et extérieurs pouvant être encastrés ou amovibles. Parfois, les paliers de support peuvent même être des paliers lisses. Il est vrai qu'il s'agit là d'un cas exotique, que l'on trouve par exemple sur notre Oka ou sur la Nissan Primera P12. Cependant, dans la plupart des cas, la jambe de force est un roulement et non un palier lisse. Mais c'est peut-être même une information redondante, car de toute façon personne ne réparait ces roulements, en cas d'usure, ils ne peuvent qu'être remplacés. Quel que soit le modèle, le palier de soutien se compose de trois parties principales, la partie supérieure, la partie inférieure. Et le palier lui-même, qui se trouve entre ces deux parties. La partie supérieure est celle qui est fixée à la coupelle de la carrosserie. Si vous ouvrez le capot, il est difficile de ne pas la remarquer, elle est généralement vissée à la carrosserie en 3 points, 3 écrous. Au milieu, on ne voit que la tige de l'amortisseur, qui est serrée par un écrou sur le palier de la partie inférieure. Tout semble simple, mais ce n'est le cas que si l'on regarde de côté. Mais si l'on imagine ce qu'est ce roulement, on a envie de pleurer de pitié. Éternel ou pas? Si le palier de soutien, comme n'importe quel autre palier, était conçu pour tourner simplement, il serait pratiquement éternel. La tige de l'amortisseur ne tourne pas sur elle-même comme une folle, il est donc impossible de tuer le palier de soutien par une surchauffe due à la rotation. Mais le fait est que toutes les charges de la route, qui sont supportées par la jambe de force de l'amortisseur, sont immédiatement transférées au palier de support. C'est très grave, car les chocs et les charges alternées constantes peuvent tuer n'importe qui. En outre, le passage de roues, y compris la coupelle de la carrosserie, où le roulement est instable, n'est pas l'endroit le plus propre de notre terre de pêche. Il y a toujours de la saleté et, par temps humide, de la poussière d'eau. En hiver, il peut également y avoir des réactifs provenant des routes, de sorte que l'environnement du roulement de support, pour dire les choses franchement, n'est pas des plus favorables. Et le palier, même s'il est 3 fois palier de soutien, reste un palier, et il meurt donc dans ces conditions. En outre, la graisse qu'il contient vieillit également et de la corrosion se développe même, si toute la graisse est épuisée. Le roulement peut donc se désagréger avec le temps, comme n'importe quel autre roulement. Mais parfois, ce n'est pas le temps et les milliers de kilomètres parcourus, mais les routes russes qui sont responsables de la mort de cette pisse. Plus la roue reçoit de chocs, plus la durée de vie du roulement est réduite, car l'amortisseur, qui absorbe tous les chocs, de toute son âme d'huile, de gaz et de gazole, les transmet au roulement. Et même un roulement très solide peut se désagréger sous l'effet de tels impacts. Bien entendu, il n'y a pas de pièce éternelle dans une voiture, même un cendrier et un démarreur tordu, de G à Z 24 peuvent être casse. Le roulement de support a ses propres ressources, et elles sont généralement assez élevées, il peut servir aussi bien à 200 000 km qu'à 300. Cependant, dans certaines voitures, les roulements sont considérés comme un matériau consommable. C'est le cas, par exemple,
de nombreuses Ford, de la Focus des première et deuxième générations à la Mondeo de la quatrième génération. Sur ces voitures, le roulement peut tomber en panne au bout de 60 à 80 000 km, et l'installation de la piste d'origine n'est pas d'un grand secours, car les roulements d'origine ne sont pas distincts par la ressource. Aujourd'hui, il est probablement déjà difficile de trouver ces voitures avec des roulements d'origine, mais il est néanmoins nécessaire de les vérifier lors de l'achat. Parmi nos voitures, Kalina et Priora peuvent nécessiter un contrôle et un remplacement fréquent des roulements de support. Mais ici, c'est le hasard qui fait bien les choses. Chez Kalina, par exemple, la coupelle peut se déformer plus rapidement, mais le roulement reste intact. Et personne ne sait ce qui peut tomber plus tôt à Kalina. Le Priora non plus, d'ailleurs. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de prévenir la défaillance des roulements. Le seul conseil que l'on puisse donner est aussi banal que le visage de Conor McGregor, ne pas passer au-dessus des nids de poules, qui réduisent considérablement la durée de vie des roulements. Mais comme pratiquement aucun d'entre nous ne souffle sur de l'asphalte casse pour son propre plaisir, ce conseil est purement théorique. En revanche, les conseils concernant la détermination de la défaillance du roulement seront aussi pratiques que possible. Avec les mains et les oreilles le plus souvent, l'usure du roulement d'appui s'entend à l'oreille, en tournant le volant, on entend un craquement et un claquement caractéristiques, parfois très forts. Cependant, il peut aussi y avoir des grincements et des clics très silencieux. Dans ce cas, la défaillance du support peut être confondue avec l'usure du roulement à billes. Un diagnostic supplémentaire est donc nécessaire. Tout d'abord, il est possible d'exclure d'emblée le roulement à billes. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un palan ou au moins d'une fosse d'inspection, mais le diagnostic est simple, si le cache-poussière du roulement à billes est déchiré, il y a de fortes chances qu'il grince. Vous pouvez remplir une seringue d'un peu d'huile moteur et la vaporiser dans le roulement. Si le grincement disparaît, cela signifie que le roulement n'est manifestement pas en cause, mais que le roulement à billes doit être remplacé. Il est préférable de changer les deux côtes en même temps. Si le roulement à billes est intact, vous pouvez procéder comme suit. Nous prenons un assistant intelligent et le mettons au volant. Agenouillez-vous devant la voiture et tenez le ressort avec votre main. Demandez à l'assistant de tourner le volant. Si la main sur le ressort ressent des clics, il est presque certain que la jambe de force doit être remplacée. Presque parce que la vibration sur le ressort peut aussi provenir d'un roulement à billes qui grince, mais si nous convenons que nous l'excluons de la liste des suspects, la probabilité devient presque de 100%. Enfin, la méthode de vérification classique, utilisée par nos pères et peut-être même nos grands-pères. On ouvre le capot, on met la main sur la tige de l'amortisseur fixé dans le palier. Bien entendu, si la tige ou la partie supérieure du corps de l'amortisseur est recouverte d'une protection, il convient de l'enlever au préalable. Ensuite, faites basculer la voiture et voyez ce qui se passe. Là encore, vous devez solliciter non seulement vos mains, mais aussi vos oreilles, car il est fort probable qu'il y ait un cliquetis qui a déjà été entendu auparavant. Et s'il est localisé près de la tasse et du palier, c'est un signe certain de la mort de ce dernier. S'il n'y a pas de cliquetis, vous devez essayer de détecter le jeu de la tige à la main. Si la tige de l'amortisseur marche dans le roulement, c'est que ce dernier est défectueux. Il est très probable qu'il se soit effondré. Il s'agit là des méthodes les plus simples et les plus éprouvées pour détecter une défaillance de roulement, en particulier la dernière. Mais il existe d'autres symptômes d'un roulement de support défectueux, qui peuvent apparaître dans une moindre mesure et pas sûre. Toutes les voitures, en raison des légères différences dans la conception des roulements. Par exemple, sur certaines voitures, la tige est fixée par une douille supplémentaire, ce qui l'empêchait de se déplacer trop latéralement. En cas de défaillance du roulement. Bien entendu, le cliquetis sera toujours présent, mais il n'y aura pas d'autres éléments caractéristiques de la défaillance du roulement. À savoir un écart important des angles de convergence et de carrossage des roues. Mais si la biellette est maintenue uniquement dans le roulement, les angles disparaîtront fortement, de sorte que la défaillance de ce dernier affectera sensiblement la direction et, si la réparation est retardée trop longtemps, elle affectera également l'usure des pneus. Il est préférable de changer les roulements par paire. Il existe une exception, le roulement d'une voiture jeune et peu kilométrée s'est effondré à la suite d'un choc violent dans une fosse. Dans ce cas, vous pouvez bien sûr le remplacer d'un seul côte, mais dans tous les autres cas, il est préférable de les changer par paire. Dans le cas contraire, il est possible d'obtenir une asymétrie de la suspension avant, force différente sur les tiges de direction. Et leurs ergots,
angle de carrossage diffé ENT des roues avant. C'est très mauvais pour la maniabilité et pour la sécurité des autres pièces de la suspension, roulement à billes, embout de biellette de direction et les mêmes pneus, qui peuvent s'user de manière inégale. En outre, il convient de tenir compte des particularités du remplacement des supports sur différentes voitures. Pour les remplacer, il est parfois nécessaire de démonter un grand nombre d'éléments, depuis le jabot jusqu'au trapèze de direction. Et, bien sûr, le travail ne coûte pas un centime, même si le coût du roulement lui-même n'est pas le plus élevé. Dans ce cas, il est plus pratique de remplacer les roulements par paire, afin de ne pas payer deux fois le même travail. En conclusion, comprendre le rôle d'un palier d'appui est essentiel pour tout pilote souhaitant assurer la sécurité et la performance de son aéronef. Nous avons vu que ce composant, bien que souvent négligé, joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement des systèmes de vol. Les pannes peuvent survenir pour diverses raisons, allant de l'usure normale à des facteurs environnementaux. En étant conscient de ces enjeux, les pilotes peuvent mieux anticiper les problèmes et garantir un vol en toute sécurité. Restez vigilants et informes pour piloter avec confiance.